La pensée et l'action de Pierre Simon, promoteur français de la contraception, de l'avortement, de l'euthanasie et de la gestation par autrui. Par Gregor Pupinck, docteur en droit et directeur du Centre européen pour le droit et la justice. Pierre Simon est une référence incontournable pour qui veut comprendre l'idéologie de la maîtrise de la vie qui sous-tend la valorisation de l'euthanasie, de l'avortement ou de la procréation artificielle. Le docteur Pierre Simon, né en 1925 et mort en 2008, se présente lui-même comme la figure de proue en France de tous les combats menés dans la seconde moitié du XXe siècle pour la légalisation de ces pratiques. Pour lui, tous ces combats n'en forment qu'un, celui du renversement de la morale traditionnelle, de la prise de contrôle rationnel de la sexualité et de la procréation, en vue du progrès biologique et moral de l'humanité dans une perspective évolutionniste et finalement transhumaniste. Le docteur Pierre Simon a été durant toute sa carrière un militant, œuvrant d'abord pour la diffusion de l'accouchement sans douleur, puis la légalisation de la contraception et de l'avortement, puis de l'euthanasie et enfin de la gestation par autrui. Cofondateur en 1960 du Mouvement français de planning familial, puis de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et de l'association Euromater, favorable à la gestation par autrui, la GPA. Il était gynécologue et franc-maçon, grand maître de la Loge de France de 1969 à 1971 et de 1973 à 1975. Il a fait partie des cabinets des ministres de la Santé Robert Boulin, Michel Poniatowski et Simone Veil. Il dit avoir été le véritable maître d'œuvre de la légalisation de la contraception et de l'avortement en France, Simone Veil étant été une figure publique choisie pour porter ce projet au Parlement. Auteur en 1972 d'un célèbre rapport sur le comportement sexuel des Français, apportant une caution sociologique et scientifique à la révolution sexuelle initiée en 1968, il est aussi à l'origine du développement de l'éducation sexuelle dans les écoles, avec la création, en 1973, du Conseil supérieur de l'éducation sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, dont il assurera la présidence. En un livre publié en 1979 et intitulé De la vie avant toute chose, Pierre Simon révèle le contenu et la cohérence de son idéologie, mais aussi l'action d'influence qui fut mise en œuvre pour parvenir à la légalisation de la contraception et de l'avortement et à introduire le militantisme en faveur de l'euthanasie et de la GPA. La France vit encore dans son héritage. Bien que son nom soit encore peu connu du grand public, sa figure reste une référence, invoquée par exemple avec insistance par Emmanuel Macron lors de son discours prononcé en novembre 2023 à l'occasion du 250e anniversaire du Grand Orient de France. Ce livre est entouré d'une légende. Il se dit en effet, sans preuve, qu'il aurait été retiré de la vente dès sa parution, sur ordre des loges, parce qu'il révélerait trop explicitement l'idéologie et l'action de Pierre Simon et de la franc-maçonnerie pour être mis à disposition des profanes. Ce texte se propose donc de faire une synthèse de ce livre, complétée par la lecture d'autres ouvrages de Pierre Simon et de la consultation de ses archives publiques déposées au Centre des archives du féminisme à la Bibliothèque universitaire d'Angers. Toutefois, la majeure partie de ces archives, déposées à la Grande Loge de France, n'est pas accessible au public. La pensée de Pierre Simon, une synthèse du progressisme de la libre pensée. Le témoignage de Pierre Simon a l'intérêt d'être très explicite, car il prend soin d'expliquer les fondements et les finalités philosophiques de son action. Il permet de voir l'unité conceptuelle internationale du mouvement soutenant la contraception et l'avortement et confirme l'articulation entre la promotion du contrôle de la population de l'eugénisme et des droits des femmes dans la perspective plus générale ouverte par l'évolutionnisme. Son témoignage confirme que la motivation première à l'origine du mouvement de libéralisation de la contraception et de l'avortement n'était pas les droits des femmes, mais le contrôle quantitatif et qualitatif de la procréation humaine. En outre, il expose clairement une vision idéologique d'une société nouvelle qui pourrait naître de la transformation de la sexualité et de la procréation. Au-delà du récit de son action pour la légalisation de la contraception et de l'avortement, son autobiographie révèle sa pensée qui s'inscrit dans le prolongement de celle de penseurs matérialistes et eugénistes tels Julian Huxley.
C'est la lecture du livre L'homme, c'est inconnu d'Alexis Carrel qui a joué un rôle déterminant dans le choix de son métier de médecin qu'il envisage comme l'un des moyens de soulever le monde, d'ébranler le vieil ordre. La gynécologie étant au sein de la médecine le meilleur des leviers permettant de se substituer à la nature là où elle était défaillante. Il s'agit pour lui de mener la guerre idéologique qui conduirait à la mutation de la tradition occidentale. Le temps d'Aristote est dépassé, il faut repenser la société après Darwin et Marx. La vie comme matériau à gérer. Pour le docteur Simon, la vie est un matériau. Conforme à l'approche eugéniste, il estime que un respect absolu, ou plutôt aveugle de la vie, se retourne contre lui-même et, ruiné par les moyens qu'il emploie, dévore ce qu'il entend préserver. La qualité de la vie, l'avenir de l'espèce. Pour Pierre Simon, il ne faut pas idolâtrer la vie. Le respect de la vie est un fétichisme qui entraîne une prolifération des tares héréditaires et les avortements clandestins. En changeant son rapport à la vie, l'homme change son rapport à la nature pour se libérer de sa domination et de toutes les conceptions sacrées de la nature. Pour lui et les autres médecins francs-maçons avec lesquels il milite, il déclare: La vie comme matériau, tel est le principe de notre lutte. Il nous appartient de le gérer comme un patrimoine. À changer notre attitude et notre comportement devant la vie. N'y voyons plus un don de Dieu, mais un matériau qui se gère. C'est l'avenir tout entier que nous faisons basculer. Voici qu'il subit une brutale secousse. Des millénaires s'achèvent en notre temps. Cette nouvelle approche de la vie, celle du gestionnaire, rien ne peut l'arrêter. Sa logique l'a conduit à rationaliser de plus en plus un domaine que gouvernaient, hier encore, les lois du hasard pour certains, pour d'autres les desseins de la Providence. Il parle souvent de l'éthique du respect de la vie, mais la vie est pensée de façon collective, comme un phénomène et un patrimoine collectif, car transmis et partagé par hérédité, inscrit dans le temps, et un matériau devant être ordonné, soumis à la raison, tiré du hasard et de l'absurde. L'homme, par ses efforts, doit lutter contre les puissances aveugles de la matière, du hasard et du destin. Libérer la sexualité pour mieux contrôler l'homme. Pierre Simon veut changer le rapport de la société à l'égard de la vie. Pour cela, il estime que le moyen le plus efficace est de faire appel au viscéral. Il veut utiliser la puissance de l'instinct sexuel pour établir un contrôle rationnel sur la transmission de la vie. Simon estime, à la suite de Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial, que la libération sexuelle permet le contrôle artificiel des naissances par la séparation entre sexualité et procréation, mais aussi la rend nécessaire pour supprimer les grossesses pouvant en résulter. Ainsi, plus les instincts sexuels seront libérés, plus la science et la société pourront contrôler la procréation. Cela suppose de parvenir à une sexualité éclatée qui sépare sexualité et procréation. Plus précisément, Simon veut non seulement séparer, mais plus encore détourner la sexualité de la reproduction, afin de l'employer au service d'autres finalités. 3 buts sont identifiés: malthusianiste, eugéniste et hédoniste. La contraception permet non seulement de limiter les naissances de façon quantitative, selon la logique néo-malthusienne, mais aussi, écrit-il, de bloquer la transmission des tares héréditaires transmissibles connues, ce qui serait, dans la pure tradition eugéniste, un devoir d'espèce. En agissant ainsi, le médecin se placerait au terme de la longue filière évolutionniste, car il prendrait le contrôle du processus de l'évolution biologique. La contraception a aussi un but hédoniste, permettant d'exalter la sexualité et d'en faire une expérience spirituelle athée. Pour le docteur Simon, la sexualité ne doit plus être une aliénation de l'homme par la nature, la morale et la procréation. Elle doit au contraire devenir une expérience de libération à l'encontre de la nature sur un mode purement érotique. La contraception humaniserait et même sacraliserait la sexualité en la libérant de sa naturalité, de son animalité. Elle marquerait un nouveau détachement des lois de la nature et donc une étape nouvelle, artificielle dans l'évolution humaine.
Simon annonce fièrement que la sexualité sera l'intercesseur entre l'homme et la divinité. Comme Margaret Sanger et Julian Huxley avant lui, Pierre Simon fait de la sexualité une forme d'expérience absolue, mystique, un acte d'autant plus spirituel qu'il serait indépendant de la nature, de la procréation et désiré pour lui-même. L'union serait d'autant plus grande que la procréation en serait exclue. La contraception ouvrirait ainsi la voie à une forme plus élevée d'existence, détachée davantage de la matière, désireuse d'établir des relations pour elle-même, tout en permettant d'exercer un contrôle rationnel sur la procréation. Pierre Simon, en franc-maçon averti, s'inscrit ainsi dans la tradition gnostique, marquée par le mépris du corps. Ce rejet de la matière et du corps a conduit les gnostiques à des excès, tantôt dans l'ascétisme, tantôt dans la débauche, mais avec un constant rejet du mariage et de la procréation. La contraception permet à la fois la débauche et la stérilité, le tout sous forme d'expérience mystique. La qualité contre la quantité. Pierre Simon, conforme à la doxa eugéniste, oppose lui-même la qualité à la quantité d'êtres humains. En un temps qui nous appelle à poser les problèmes en termes de qualité et de choix, nos natalistes ne parlent que d'instinct, de réflexe de conservation, de quantité. Pour lui, la vraie grandeur de l'homme ne réside pas dans sa multiplication inconsidérée, mais dans l'accomplissement de son perfectionnement quotidien. Il accepte, à mots à peine couverts, l'infanticide eugéniste, c'est-à-dire l'euthanasie des nouveau-nés handicapés. Il feint ainsi de s'interroger, citation, quand on fait profession d'accoucher les femmes, d'être ainsi aux sources mêmes de l'aventure humaine, c'est un moment de dramatiques interrogations que celui où l'on a saisi, dans ses mains, le fruit erroné d'une conception qui respire cependant et dont le cœur bat. Qu'est-ce alors gérer la vie? Ces mots ont-ils encore un sens? Fin de citation. C'est par référence à cette définition de la vie qu'il répond à cette question. La vie, selon lui, repose sur la possibilité de faire franchir les limites du monde primitif au biologique pour parvenir au plein épanouissement de ses possibilités. Il identifie ainsi la vie à la culture et à l'humanité. Un être incapable d'accéder à la culture, à la vie sociale, de s'épanouir intellectuellement, ne serait pas humain. Il fait mine alors de s'interroger. Regardons les choses en face. Un Mongolien entre-t-il dans ce cadre? Il est évident que pour lui, la réponse est non. Selon cette conception de la vie, laisser mourir un nouveau-né handicapé, c'est préserver la vie avec un V majuscule. Parce qu'il est gynécologue, Pierre Simon croit être aux sources même de l'aventure humaine et avoir le devoir de gérer la vie, d'être gardien des portes de l'existence humaine. Il reproche vivement à l'ordre des médecins de ne considérer le gynécologue que comme un auxiliaire de la nature, un accoucheur, et l'accuse même d'être le porte-parole moral de l'Église catholique, ses pires ennemis. L'action politique de Pierre Simon, inspirée par la franc-maçonnerie. Pour Pierre Simon, c'est la franc-maçonnerie qui fut la locomotive anonyme. Dans cette longue marche, au départ, les francs-maçons ont disposé d'une infrastructure nationale et internationale. Et c'est l'Église catholique qui a toujours constitué son principal ennemi. Il a passé beaucoup de temps à étudier la doctrine catholique et à tenter d'impliquer des théologiens de l'Église dans son projet. Il reconnaît avoir été recueilli, caché et sauvé par l'Église catholique durant la Seconde Guerre mondiale. Étant juif, il a même alors servi la messe comme enfant de chœur. En 1953, l'année même où il entre dans la franc-maçonnerie, il participe à une équipe de médecins, libres penseurs francophones, le groupe Littré, qui se réunit dans la discrétion régulièrement à Genève dans le but de lancer le fait contraceptif sur une large échelle, de l'étendre à tous les pays francophones. Ce groupe rassemble des médecins francs-maçons belges, hollandais, français et suisses, notamment Pierre-Olivier Hubinon, gynécologue, libre penseur exerçant à Bruxelles. Celui-ci crée en 1962 le premier centre belge du planning familial, la Famille Heureuse, et fut condamné en 1973 avec le docteur Willy Pearce pour avoir commis des avortements illégaux. D'après Pierre Simon, le groupe Littré est convaincu qu'aucune société humaine ou animale ne peut procréer indéfiniment et de manière désordonnée. À cette époque, ce sont les considérations relatives à la croissance démographique
qui domine plutôt celle sur la liberté individuelle. À propos du groupe Littré, Pierre Simon déclare, citation, lors de la table ronde de Genève, nous sommes conscients, en dépit des errements de l'Église, que le contrôle des naissances revendiqué comme un droit de l'individu, une composante sociale et une nécessité impérative à l'échelle mondiale, s'annonce comme un problème social de grande ampleur. Car les découvertes des mécanismes de l'ovulation et de l'embryogenèse renforcent cette exigence, de plus en plus avouée, de s'arroger, au même titre que par l'accouchement sans douleur, une maîtrise progressive de la condition humaine. Nous savons que les bouleversements sociaux engendrés par la révolution industrielle dans les pays développés et que l'extraordinaire explosion démographique des pays en voie de développement posent des limites matérielles à l'accroissement de la population. Fin de citation. L'intention du groupe Littré est de transformer la société par une action systémique, c'est-à-dire avec l'idée qu'une action concentrée sur un rouage de la mécanique sociale permet de faire levier et de déstabiliser l'ensemble de la société qui, ensuite, se réorganisera dans une nouvelle configuration stable. L'approche systémique conduit à rétablir l'équilibre et ainsi à digérer la mutation. Tactiquement, le but était de faire entrer la contraception dans les mœurs, de la faire reconnaître par la loi, puis d'agir en faveur de l'avortement. Un rapport est présenté par le groupe Littré l'année suivante, en 1955, au Congrès humaniste international de Genève. Ces travaux auraient servi de base au premier projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en faveur de l'abolition de la loi de 1920 par l'intermédiaire du groupe parlementaire radical-socialiste en 1954. Il accueille avec le même optimisme tous les changements provoqués par la science sur la procréation et la famille. Ainsi, envisage-t-il favorablement le recours à la gestation par autrui, l'insémination artificielle avec tiers donneur, qu'il pratique en tant que médecin, le choix du sexe de l'enfant, la stérilisation et l'eugénisme négatif, c'est-à-dire par suppression des êtres inaptes. Par la suite, avec un autre franc-maçon notable, le sénateur Henri Caillavet, il rejoint l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, favorable à l'euthanasie, puis fonde l'association Euromater en 1986, qui promeut le recours aux mères porteuses. Simon est dans la parfaite filiation de Margaret Sanger, Hermann Müller et Julian Huxley. Lui-même se réclame de la filiation de Paul Robin, un proche de Bakounine et de Ferdinand Buisson, fondateur de la Ligue pour la régénération humaine et introducteur des idées malthusiennes en France. Importateur de la libre pensée néo-malthusienne et eugéniste. Pierre Simon s'est formé auprès de ses devanciers français et anglo-saxons dans la tradition de la libre pensée néo-malthusienne et eugéniste, portée par des personnes telles que Clémence Royer, Thomas et Julian Huxley, Paul Robin ou Ernst Haeckel. En France, Pierre Simon s'inscrit dans les pas de Jean d'Alsace, qui a lui-même été formé avant-guerre dans les milieux eugénistes et de la réforme sexuelle, notamment aux États-Unis. Pour l'essentiel, Pierre Simon a introduit et diffusé les idées et pratiques néo-malthusiennes en France. Sa pensée diffère peu de celle de ses devanciers, en particulier de Julian Huxley, et son fameux rapport sur la sexualité des Français n'est qu'une version française des rapports Kinsey sur le comportement sexuel humain. Pierre Simon n'a rien inventé, mais a été le promoteur très actif d'une cause et d'une pensée reçue de la tradition franc-maçonne et néo-malthusienne. Il s'est formé aux méthodes de contraception à Londres auprès de la Fédération internationale du planning familial. C'est en Russie, en 1953, qu'il a appris les techniques d'accouchement sans douleur issues des travaux sur le conditionnement mental de Pavlov. C'est en Chine qu'il se rend en 1957 pour étudier la politique de contrôle des naissances instaurée par le gouvernement communiste chinois. Dans un autre ouvrage, il décrit longuement les politiques de contrôle démographique mises en œuvre à travers le monde, en particulier en Inde, au Pakistan, au Japon et dans les pays d'Amérique latine. Il est le correspondant français du Population Council de John Rockefeller III et représentant de la France au sein de l'IPPF de 1959 à 1969. Il se dit proche d'Alan Guttmacher, président du planning familial américain, ou encore du professeur Howard Taylor, conseiller des Nations Unies pour les questions de population, consultant du Population Council et fondateur,
avec les fondations Ford et Rockefeller du International Institute for the Study of Human Reproduction. Le docteur Simon se rend aux États-Unis où il visite les principales organisations et personnalités engagées dans la campagne mondiale de limitation démographique. Il fera venir en France Alan Guttmacher le 28 septembre 1964 pour présenter le stérilet, Christopher Titz, président du Population Council, en décembre 1967, et il imposera la présence du professeur Taylor lors d'un congrès de l'Ordre des médecins à Paris. Alan Guttmacher et Howard Taylor recevront eux aussi le prix Lasker. En complément de ses activités nationales, il a aussi travaillé dans les années 1970 pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et pour la Banque mondiale pour introduire le premier programme de contrôle des naissances en Tunisie, 1972 et 1973. L'objectif de ce programme, dont la direction est confiée à Pierre Simon, était d'abaisser le taux de fécondité de la Tunisie à celui de l'Italie en l'an 2000. Pour cela, le programme indique le nombre de femmes à soumettre à la contraception, à une stérilisation et à l'avortement chaque année. Dans le gouvernorat de Bizerte, où le programme national est testé avant son application à l'ensemble du territoire, l'objectif annuel est de soumettre 45 000 femmes à la contraception, de pratiquer 8 000 avortements et 3 000 stérilisations. Pour parvenir à cet objectif, des primes à l'acte sont versées au personnel médical et aux patients. Ainsi, il est prévu une indemnité aux candidates ligature des trompes de 4 dinars et de 50 kg de semoule par femme acceptant d'être stérilisée. Quant aux praticiens, ils reçoivent une prime de 1 dinar par stérilisation et de 0,5 dinar par avortement pratiqué en plus de leur salaire. Il faut savoir que le salaire fixe de base d'une sage-femme est de 60 dinars par mois. Ce programme, financé par la Banque mondiale, est mis en œuvre par le correspondant local de l'Agence des États-Unis pour le développement international et par l'intermédiaire d'une entreprise française du nom de Ceretes, qui emploie Pierre Simon. Avant de se rendre en Tunisie, il est allé se former à la stérilisation et à l'avortement à l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis. Le docteur Pierre Simon fit d'autres missions similaires en Polynésie et intervint auprès du gouvernement iranien pour obtenir la mission d'y développer le contrôle des naissances. À cette même époque, il propose ses services au Bureau de la population du département d'État américain pour ses programmes en Afrique francophone. La capture des mouvements féministes. Jusqu'à la fin des années 1950, Pierre Simon n'a pas accès au grand public et demeure cantonné à ses milieux francs-maçons, néo-malthusiens et eugénistes. Cela va changer lorsqu'il se rapproche des premiers mouvements féministes et parvient à en prendre le contrôle. En France comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, le mouvement féministe va devenir un vecteur de l'idéologie eugéniste. Il va lui donner accès à une base populaire militante, lui ouvrir une large audience et lui permettre de renouveler son discours. L'eugénisme, ou l'orthogénisme de Pierre Simon et de ses affidés, n'a jamais été féministe ni libéral. Il comporte au contraire une idéologie inégalitaire, raciste et autoritaire. Issu de la pensée matérialiste de la fin du XIXe siècle, il diffère de la révolution culturelle des années 1960. Pourtant, il parvint à fusionner avec la cause féministe et à renouveler ainsi son image. Les militants du contrôle des naissances ont compris qu'ils pourraient plus facilement atteindre leurs objectifs, non plus par des arguments racistes ou eugéniques discrédités par la Seconde Guerre mondiale, mais au nom de la liberté des femmes. Il est vrai toutefois que cette alliance avait des racines profondes puisque les premières féministes, à leur début durant l'entre-deux-guerres, s'étaient déjà rapprochées des eugénistes alors respectés pour bénéficier de leur réseau d'influence et de leur respectabilité. C'est en 1956 qu'est créé en France le mouvement La maternité heureuse, notamment par Marie-Andrée Lagroix Weil-Hallé et Évelyne Sulléro, issues du mouvement Jeunes Femmes. Ce mouvement recherche surtout l'amélioration des conditions de la maternité dans le cadre du couple par une procréation davantage responsable et consciente. Il est favorable à la contraception et totalement hostile à l'avortement. Mais dès 1959, la maternité heureuse fusionne avec les membres français du groupe Littré
pour fonder le Mouvement français pour le planning familial, association affiliée à la Fédération internationale du planning familial. Pierre Simon constitue et préside en son sein un collège de médecins du MFPF, qui s'impose rapidement comme le groupe dirigeant au sein du mouvement. L'influence des femmes se réduit alors au profit des médecins et des francs-maçons. Ces derniers disposent d'une philosophie et d'un réseau préétabli sur le territoire pour constituer la pensée et relayer localement l'action du mouvement. Le MFPF rassemble alors des personnalités diverses, des féministes, des libres penseurs, mais aussi des théologiens. Lors de la cérémonie d'inauguration du local du MFPF, celui-ci est orné d'un portrait de Margaret Sanger. Dans ces locaux, les médecins du MFPF enseignaient à d'autres médecins, en violation de la loi, les méthodes de contraception en ayant recours à des prostituées. En 1961, le mouvement comptait 400 000 adhérents. Pierre Simon n'avait pas d'intérêt particulier pour le féminisme et n'agissait pas dans ce but. Au contraire, l'autorité du groupe de médecins qu'il a fondé et qu'il dirigeait était mal perçue par les femmes au sein du MFPF, qui étaient pour la plupart affectées à un rôle d'hôtesse d'accueil au sein des locaux. Les féministes n'avaient pas de vision biologique de la société et militaient surtout pour une meilleure éducation sexuelle et l'accès à la contraception au sein des couples. Marie-Andrée Lagroua-Veil-Allais était par exemple opposée à l'avortement. Et la branche féministe obtiendra plus tard le départ des mandarins. D'ici là, les médecins libres-penseurs menés par le docteur Simon avaient eu le temps d'utiliser les mouvements féministes pour porter leur vision idéologique. Accouchement sans douleur et contraception. Le docteur Pierre Simon s'est d'abord attelé à diffuser la technique de l'accouchement sans douleur. Son intention était de libérer la femme de la souffrance, ayant l'idée d'accomplir ainsi un acte de portée historique considérable, réduisant à néant la pénitence imposée par Dieu dans la Genèse après le péché originel, lorsqu'il déclara à Ève: Tu enfanteras dans la douleur. Avec son combat pour la diffusion du contrôle des naissances, il s'agissait encore pour lui de s'opposer à la Genèse, au diktat du croissez et multipliez. Pour Pierre Simon, la légalisation de la contraception est l'une des plus prestigieuses conquêtes de la liberté, pierre de touche architecturale d'un changement en profondeur des vertus de l'espèce. En 1963, Pierre Simon introduit en France le dispositif intra-utérin, qu'il nomme stérilet, après l'avoir rapporté du 7e congrès mondial de l'IPPF tenu à Singapour. Cet appareil, inventé peu avant par Lazare C. Margulis à New York, a été développé et diffusé à travers le monde avec le soutien du Population Council. En 1965, le MFPF fait soumettre aux parlementaires un nouveau projet de loi visant l'abolition des dispositions de la loi de 1920 interdisant la contraception. Pierre Simon, accompagné du député Robert Aron Brunetière, trouva, en la personne de Lucien Neuwirth, un député de droite, acceptant de porter une nouvelle fois la proposition de loi légalisant la contraception médicamenteuse. La loi numéro 67-1176 fut votée le 28 décembre 1967. Elle abroge d'anciennes dispositions du Code de la santé publique, issues de la loi de 1920, et autorise la fabrication et l'importation de contraceptifs sous certaines conditions. Peu après le vote de la loi Neuwirth, Pierre Simon entre au cabinet du ministre de la Santé, Robert Boulin, pour suivre la mise en œuvre de cette loi. La bataille de l'avortement. Pierre Simon s'engagea ensuite dans la bataille en faveur de l'avortement. En 1969, il fonde l'Association nationale pour l'étude de l'avortement, avec maître Anne-Marie Dourlin-Rollier, Raoul Palmer et le docteur Jean d'Alsace. Pierre Simon indique avoir collaboré alors avec des théologiens et médecins catholiques réunis autour du père Bruno Ribes, S.J., qui dirigeait alors la revue Études. Une fois encore, il est opposé à l'ordre des médecins. Au sein du cabinet du ministre de la Santé, Robert Boulin, il reçoit la direction d'une commission d'études du problème de l'avortement. Il y nomme des médecins, mais aussi des théologiens catholiques. Les pères Quelquejeu et Pauillé, dominicains de Saulchoir, et protestants, le pasteur André Dumas, qui participe aussi au MFPF. Une première proposition de loi de dépénalisation de l'avortement fut introduite, mais sans succès. Parallèlement,
les mouvements féministes tels que Choisir et le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, ou encore le mouvement de libération des femmes, se sont engagés activement en faveur de l'avortement. Entre-temps, le MFPF a traversé une double crise. Le mouvement s'est libéré de la domination des médecins et francs-maçons et a opté pour la revendication de la légalisation de l'avortement, causant des démissions, notamment celle de sa présidente, Marie-Andrée Veil-Allais, fondatrice de la maternité heureuse. Il faut attendre l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, à la tête d'une fragile majorité centriste, pour obtenir que le projet de dépénalisation de l'avortement soit à nouveau d'actualité. Il est confié à Simone Veil, nouvelle ministre de la Santé, qui le présenta au Parlement et parvint à le faire adopter en janvier 1975. Pierre Simon estime ne pas avoir eu à combattre réellement pour l'avortement, le combat ayant déjà été gagné par la légalisation de la contraception. Si Pierre Simon regrette encore dans son livre que l'avortement soit perçu par les femmes comme un acte traumatisant, créant des scrupules de conscience obsessionnels, il se dit convaincu que, dans un très proche avenir, des techniques nouvelles vont modifier cette perception. Il cite ainsi en exemple ce qu'il désigne comme l'avortement station-service. Il s'agit d'une technique d'avortement que chaque femme pourrait pratiquer chaque mois, par aspiration ou par voie médicamenteuse, sans savoir si elle est ou non enceinte. Ainsi, elle ne saurait pas si elle a avorté et serait libérée à la fois de la procréation et de ses scrupules. En outre, cette pratique rendrait vaine toute législation tendant à réduire l'avortement, car il est impossible de savoir si un avortement a été réalisé. Pierre Simon conclut, avec son emphase habituelle. Un tel bouleversement aura des implications philosophiques considérables, ce qui devrait rendre nos parlementaires modestes. De fait, c'est bien cette technique de régulation menstruelle qu'utilise une organisation comme Mary Stops International pour pratiquer des avortements dans des pays où cela est interdit. Militant de l'euthanasie et de la GPA. Cohérent avec sa conception de maîtrise du début de la vie, il milite aussi pour l'euthanasie. En 1989, il devient administrateur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Cette association a été fondée en 1980 par l'Américain Michel Lee Landa et s'inspire directement des organisations euthanasistes anglo-saxonnes, elles-mêmes issues du mouvement eugéniste. Pierre Simon rejoint ainsi le sénateur et franc-maçon Henri Caillavet, qui assure la présidence de l'association depuis 1986. Simon et Caillavet sont non seulement des frères maçons, mais aussi des frères d'armes, pour avoir mené ensemble de nombreux combats. Simon rejette la morale traditionnelle qui repose, selon lui, sur une sacralisation du principe de la vie, dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste. Quant à Caillavet, il croit que le droit de choisir l'instant et la forme de sa délivrance est une liberté matricielle fondamentale. On retrouve dans les textes de la DMD à l'égard de la fin de vie la même pensée que celle exprimée par Pierre Simon à l'égard du commencement de la vie. Il s'agit ni plus ni moins de renverser le dogme du respect de la vie au profit de celui de la volonté individuelle. L'euthanasie et l'avortement sont les deux faces d'une même volonté de contrôle de la vie, le contrôle à l'entrée et à la sortie de la vie suivant les paroles de Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial. Dès les années 1920, les promoteurs de l'eugénisme s'engagent à la fois pour le contrôle des naissances et l'euthanasie. L'engagement de ces personnes en faveur de l'euthanasie n'est que l'un des aspects d'un même engagement plus vaste en faveur d'une rationalisation de la vie et, souvent, d'une destruction de l'anthropologie traditionnelle, en particulier chrétienne. La volonté de détacher la procréation de la sexualité et de maîtriser la vie conduit encore Pierre Simon à participer en 1986 à la fondation de l'association Euromater, comme indiqué précédemment, dans le but d'introduire la gestation par autrui en France. L'association veut obtenir la légalisation de cette pratique par le biais des instances européennes, par une harmonisation des législations suivant le modèle des États-Unis. Comme l'ADMD, l'association est présidée par Henri Caillavet. Si ce podcast vous a plu, partagez-le et rendez-vous sur eclj.org pour suivre nos travaux.